Yop tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais surtout le 13e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, deuxième jour de repos pour les coureurs qui va nous permettre de réaliser le bilan de cette seconde partie de Tour de France 2023 au travers de 3 enseignements préalablement choisis. Mais avant ça, coup de gueule, énorme coup de gueule concernant l'indiscipline des personnes présentes au bord des routes. Je sais, le Tour de France, c'est une fête populaire, il y a énormément d'effervescence, c'est un spectacle gratuit auquel on peut assister en famille ou entre amis, formidable comme dirait Michel Drucker, grand fan de vélo, mais à un moment donné, il est peut-être, je crois, nécessaire de rappeler les règles de base qui permettent de respecter l'effort et surtout la sécurité des coureurs. Première règle qui me paraît pourtant tellement évidente et pourtant j'en ai vu, pas de chien présent au bord des routes, s'il vous plaît. J'adore nos amis à quatre pattes, mais s'il échappe à votre vigilance et qui traverse la route, ça fait strike pour toutes les personnes présentes sur des arrivées de sprint massif. S'il vous plaît, pas de bras qui dépassent les barrières de sécurité. Les coureurs arrivent vite, très vite. Plus de 70 km/h, la plupart du temps, ils sont à la limite, ils manquent de lucidité et c'est normal. Ils se rapprochent très souvent des barrières parce que la route n'est pas très large et surtout pour n'avoir qu'un côté à surveiller et ne pas être gêné dans leur sprint. Donc s'il vous plaît, pas de photos ou de vidéos avec des portables ou des tablettes, ça j'en ai vu, mon Dieu, qui dépassent les barrières de sécurité. Ça fait strike à tous les coups et on frôle à chaque fois le drame. Pour ceux qui sont présents en agglomération, s'il vous plaît, respectez une distance de sécurité. Ne soyez pas au bord du trottoir. Les agglomérations, c'est là où il y a le plus de danger pour les cyclistes. Il y a énormément de ralentissements, de ronds-points, de dos d'âne, de virages à 90 degrés. Si dans un virage, vous vous placez au bord du trottoir, limite sur la route, les coureurs arrivant à pleine vitesse, s'ils manquent de lucidité ou perdent le contrôle de leur machine, ça fait strike. Donc s'il vous plaît, essayez de prendre une marge de sécurité par rapport au trottoir. Les coureurs, ils sont toujours à la limite. Ils roulent sur des boyaux de 2,5 cm en moyenne. À cette vitesse-là, la perte de contrôle peut être imminente. Donc s'il vous plaît, prenez une marge de sécurité pour toutes les personnes qui sont en montagne. Et ça, c'est hyper important. On ne court pas à côté des coureurs. Les coureurs, ils sont en plein effort. Ils ont le cœur dans la boîte à gants. Si en courant à côté d'eux, vous faites un écart par manque de lucidité ou pour éviter un spectateur qui se décale au dernier moment, vous les emmenez avec vous. Et à ces vitesses-là, même si c'est à basse vitesse, les dégâts, ils peuvent être plus importants que des chutes à haute vitesse. Donc s'il vous plaît, par respect pour leur effort et pour leur sécurité dans la montagne, on ne court pas à côté d'eux. C'est pareil, les drapeaux, on évite de les agiter parce que les drapeaux, s'ils se coincent dans un rayon ou dans le pédalier du coureur, ça peut aussi faire des dégâts. Bien sûr, vous lui coupez les jambes, mais surtout, vous pouvez l'amener à la chute. Donc s'il vous plaît, le respect de l'effort et de la sécurité des coureurs, elle est primordiale. Et sur ce Tour de France, de manière très régulière, depuis qu'on est revenu sur le territoire français, parce qu'il n'y a pas eu de problème au Pays Basque, on a des problèmes. Donc s'il vous plaît, le respect donc, de l'effort et de la sécurité des coureurs, il est hyper important, il est primordial. Donc merci de respecter les coureurs du Tour de France, du premier au dernier. Voilà, fin de la parenthèse, fin du coup de gueule. Désormais, on passe au premier des 3 enseignements, donc de cette deuxième partie de Tour de France, et c'est certainement le statu quo, et oui, en termes d'écart entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Il y avait à l'issue donc de l'étape, on s'en souvient, en Puy-de-Dôme, à la veille donc de ce premier jour de repos, 17 secondes d'avance pour le Danois face donc au Slovène, et à l'issue donc de cette étape à Saint-Gervais-Mont-Blanc, veille du deuxième et dernier jour de repos, il y a 10 secondes d'avance pour Jonas Vingegaard face à Tadej Pogačar. Ce n'est pas sans rappeler la bataille, le duel au sommet qu'on avait eu droit lors du Tour de France 2010 entre Alberto Contador et Andy Schleck. Ça s'était joué à une poignée de secondes avant le déclassement, bien sûr, d'Alberto Contador pour dopage. Alors, bien sûr, statu quo ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé, parce qu'encore une fois, il s'est passé des choses. On a eu énormément de spectacles, même si pour ainsi dire, on a eu quand même des scénarios de course assez prévisible avec une Jumbo-Visma qui roule forcément, il y a le maillot jaune et puis on essaie aussi de rendre la course difficile pour les potentiels outsiders et puis surtout pour l'ami Tadej Pogačar et cette équipe UAE qui sur le papier est moins forte que cette équipe Jumbo, même si c'est vrai que sur le terrain ça c'est pas toujours vérifié. Une équipe Jumbo qui tente de faire un écrémage pour fatiguer Tadej Pogačar qui est techniquement moins fort dans les enchaînements de col que Jonas Vingegaard, mais on retrouve toujours ce scénario classique.
une Jumbo qui fait des crémages, et derrière un Tadej Pogacar qui tente son va-tout, qui tente d'attaquer Jonas Vingegaard. C'est normal que le deuxième du classement général tente d'attaquer, que le premier tente de suivre, et c'est ce qui s'est passé, ou en tout cas c'est ce que Jonas Vingegaard a tenté de faire, notamment au Grand Colombier, quand Tadej Pogacar, dans les derniers hectomètres de course, avec son punch dévastateur, a pris 4 secondes sur Vingegaard sur la ligne, plus les 4 secondes de bonification, reprenant à ce moment-là 8 secondes. On a vu également dans le col de la Jouplane quelques jours plus tard un Tadej Pogacar là aussi très en jambes. Il y avait des points bonus à se disputer. Tadej Pogacar a tenté de lâcher Jonas Vingegaard qui n'est pas sauté dans la roue, qui s'est tenté d'amortir Jonas Vingegaard qui est revenu au courage, et un Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard qui se neutralisent depuis finalement cette étape de la Jouplane arrivée à Morzine, puisque lors de l'étape de Saint-Gervais-Mont-Blanc, on a eu un statu quo, que ça soit en termes d'écart, mais également en termes de tentative, avec un Tadej Pogacar qui a pas mal bluffé, et un Jonas Vingegaard qui ne s'est pas laissé duper. Bref, tout est encore à faire. Il y a pas mal d'incertitudes autour de ce classement général et autour de celui qui va pouvoir porter ce maillot jaune et le revêtir du côté de Paris, parce que là, on va pas se le cacher, eh bien, il ne reste pas beaucoup d'étapes pour aller finalement faire des écarts. Bien sûr, il y a encore des étapes de montagne, celle qui va arriver à Courchevel avec ce mythique col de la Lose qui va faire mal, très très mal, et certains attendent forcément des changements de rythme très appuyés de Tadej Pogacar pour faire à nouveau le spectacle, et pourquoi pas pour lâcher Jonas Vingegaard. Et puis il y aura aussi l'étape du Merkstein, dernière grosse étape de montagne où il pourrait y avoir des écarts, mais là où tout pourrait se jouer, parce que c'est vrai qu'au niveau de la montagne, même si Pogacar semble être un petit peu plus à l'aise et Jonas Vingegaard un petit peu plus à la limite, là où tout pourrait se jouer, c'est peut-être sur le chrono de demain. Et oui, avec ces fameuses côtes de Domancy, 22 km 400 à parcourir, contre la montre plutôt vallonnée, et là, il pourrait éventuellement avoir une différence, même si cette différence, je pense qu'elle ne sera pas extrêmement marquée, certes peut-être un peu plus que lors des étapes de montagne, mais je ne vois pas 45 secondes ou une minute de reprise par l'un des protagonistes sur son concurrent principal, parce que Jonas Vingegaard, même s'il paraît plus à l'aise que Tadej Pogacar en contre-la-montre, c'est un contre-la-montre qui, pourquoi pas, pourrait plus avantager le Slovène avec cette côte de Domancy très courte et très pentue, avec un Tadej Pogacar qui, on le rappelle, avec son punch dévastateur, sera capable, pourquoi pas, de reprendre quelques secondes à l'ami Jonas Vingegaard, mais je ne vois pas un écart trop accru entre ces deux-là. Je ne vois ni 45 secondes ni une minute. Je pense qu'à mon avis, on restera autour de 20-25 secondes de repris, soit par Tadej Pogacar, soit par Jonas Vingegaard, qui pourrait constituer une grosse différence, surtout si on n'arrive pas à se départager dans les deux grosses dernières étapes de montagne de ce Tour de France. De la bataille, il y en a aussi pour le podium, et c'est le deuxième enseignement. Et oui, ce trio pour la dernière place du podium à Paris sur les Champs-Élysées, trio qui se détache: Carlos Rodriguez, Adam Yates et bien sûr Jay Hindley, vainqueur du Tour d'Italie. C'était en 2022, vous vous en souvenez très certainement. Ces garçons-là se tiennent en 1 minute 17. Alors bien sûr, ils ne sont pas sur la même pente ascendante, ils n'ont pas non plus le même statut sur ce Tour de France 2023. Jay Hindley, pour commencer par lui, Jay Hindley, c'est le leader de l'équipe Bora, qui était là pour réaliser un bon classement général, certes pas gagner le Tour, mais pourquoi pas faire top 5 ou même podium. Jay Hindley, il a construit sa victoire, notamment sur le Tour d'Italie 2022, dans la 3e semaine de compétition. Problème, Jay Hindley a beaucoup mal à tenir les roues de ses principaux concurrents, que ce soit dans l'étape arrivant à Morzine ou cette étape arrivant à Saint-Gervais-Mont-Blanc hier. Il a perdu énormément de temps, et on se pose la question suivante: est-ce que Jay Hindley va arriver à faire de cette 3e semaine sa force, qui généralement l'un de ses points forts sur un grand tour? Carlos Rodriguez, leader de cette équipe Ineos, en tout cas en cette fin de Tour de France. Carlos Rodriguez, on le sait, c'est un ancien champion d'Espagne, un ancien 7e du Tour d'Espagne 2022. Mais c'est vrai que Carlos Rodriguez, c'est la surprise. Personne ne s'attendait à ce qu'il soit là. Et puis surtout, c'était pas forcément le leader de base. On pouvait penser que Tom Pidcock allait être un coureur protégé, qu'Egan Bernal également allait pouvoir l'être. Mais finalement, Carlos Rodriguez est très surprenant, notamment en cette fin de 2e semaine. Et pourquoi pas en ce début de 3e semaine? Oui, parce que Carlos Rodriguez, il est capable de suivre les meilleurs à la pédale. Il a gagné l'étape de Morzine, certes il a profité du marquage entre Pogacar et Vingegaard, mais quand même, il est là, il est présent dans l'étape de Saint-Gervais-Mont-Blanc, il a limité la casse, et aujourd'hui, il est celui qui est sur la 3e marche du podium. Carlos Rodriguez, c'est clairement la surprise de ce Tour de France 2022. Personnellement, je ne l'aurais même pas vu dans les 10, et c'est normal, pas assez de faits d'armes, mais c'est clairement la surprise, la bonne surprise d'Ineos, qui a toujours une carte à jouer dans sa manche. Mais Carlos Rodriguez devra se méfier, pourquoi pas, d'Adam Yates. Alors Adam Yates, c'est vrai, le coureur de l'équipe UAE, qui a été maillot jaune en début de Tour de France, et bien sûr le coéquipier et le grégario de Tadej Pogacar, mais Adam Yates, il semble
être extrêmement en forme, capable d'accompagner son leader, Tadej Pogacar, et son principal rival, Jonas Vingegaard, mais surtout distancer les concurrents directs, Carlos Rodriguez, Sepp Kuss, qui est aussi le Grégario de Jonas Vingegaard, et tous ces candidats au top 5 podium. Bref, Adam Yates, on le sait, avec son rôle qui est d'accompagner Tadej Pogacar, il pourrait reprendre du temps. Et puis, il n'est pas manchot en contre-la-montre, l'ami Adam Yates. On sait, il a remporté un grand tour, c'était le Tour d'Espagne en 2018. Et il pourrait aussi choisir de faire ce contre-la-montre à fond pour essayer, pourquoi pas, de reprendre du temps. Et même, pourquoi pas, d'aller chercher cette 3e place à Carlos Rodriguez dès le contre-la-montre de cette fameuse côte de Domancy. Le 3e enseignement concerne forcément les Français, qui sont invisibles. On va pas se le cacher sur ce Tour de France 2023. Ça a été très compliqué en première semaine, on en a parlé. L'éclaircie Victor Lafay a fait beaucoup de bien, mais c'est vrai que derrière, pas grand chose à se mettre sous la dent. Et là, en cette 2e semaine, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Des Français au général, Gaudu et Martin, qui ne pèsent pas sur la course. Et puis des Français en échappée, Pinot, Barguil et Alaphilippe, ça fait mal de le dire, qui n'arrivent pas à faire partie des meilleurs de l'échappée et à se jouer la victoire. Pourtant, il y avait des possibilités. Thibaut Pinot, Warren Barguil, Julien Alaphilippe, ils étaient présents dans les échappées qui sont arrivés au bout, que ça soit du côté de Grand Colombier ou même également du côté de Saint-Gervais-Mont-Blanc, avec la victoire respective donc de Miral Katowski et bien évidemment de Wout Poels, qui est allé chercher une 2e victoire d'étape sur les grands tours et pas sa première, comme ça a été injustement dit sur notamment Eurosport, puisqu'il avait remporté cette 15e étape du Tour d'Espagne il y a quelques années, à l'époque de Juan José Cobo, Anguirou, quand Juan José Cobo avait été déclassé pour dopage. La victoire était revenue à l'ami Wout Poels, qui a donc cherché sa 2e victoire en grand tour, mais sa première sur le Tour de France. Il y avait des occasions, les Français étaient présents, malheureusement, il y a cruellement manqué de sensations et de jambes, à l'image de Thibaut Pinot, qui est bien sans être exceptionnel, à l'image de Warren Barguil, qui a tenté son atout sans véritablement pouvoir accompagner les meilleurs, et puis un Julien Alaphilippe, toujours très généreux dans l'effort, parfois trop généreux, avec des stratégies de course qui portent à la confusion et qui finit par exploser, on va pas se le cacher. C'est un Tour de France très décevant pour l'instant des coureurs français. On espère maintenant que la bonne forme, en tout cas le début de bonne forme de David Gaudu, qui semble être capable en cette fin de 2e semaine, début de 3e semaine, de suivre les meilleurs, va lui permettre de remonter au classement en espérant un très gros chrono de David Gaudu, mais pas celui qu'il avait réalisé du côté du Critérium Dauphiné, qui avait été clairement loin, très très loin de nos espérances. Voilà donc pour les 3 enseignements de cette 2e partie de Tour de France. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, ça aide la chaîne au référencement. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à mettre aussi ce que vous avez pensé de cette 2e partie de Tour de France, et puis aussi me faire part de vos 3 enseignements. Ça m'intéresse. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.